c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je me réveille subitement, terrifié, le visage en sueur. Le cauchemar est revenu. Ce cauchemar qui a hanté toute mon enfance. En pleine nuit, une maigre silhouette gratte la porte de ma chambre, l'ouvre doucement, passe son affreuse tête au sourire démesuré pour voir si je dors, claudique en gloussant jusqu'à mon lit, tend une main squelettique jusqu'à ma gorge, m'étrangle. Mes vertèbres commencent à craquer, pendant que son autre main arrache mon pyjama. Ses doigts osseux s'enfoncent doucement dans mon ventre, saisissent, puis sortent mes entrailles et les portent à sa bouche démesurée. Puis, elle les mâchonne en répétant plusieurs fois. C'est bon. C'est bon. J'entends soudain un grattement sur la porte de ma chambre. Je me raidis quand la porte s'ouvre. Je m'attends à voir apparaître dans l'entrebâillement l'horrible tête au sourire démesuré, mais je ne vois rien. J'attends encore un peu, puis je pense subitement à mes deux enfants. Je saute du lit, je sors précipitamment de ma chambre. Je cours dans le couloir, j'ouvre leur porte à la volée. L'un se réveille en hurlant, à s'en arracher les cordes vocales, et gigote comme un ver sur son lit. Je constate avec effroi que l'autre lit est vide. Je demande à mon premier où est passé son frère, mais il continue de brailler. Alors, je fouille la chambre, les autres pièces de la maison, avant de subitement me souvenir que j'avais pris mon petit avec moi, dans le lit. Je retourne dans ma chambre, des choses brillent sur la moquette. Je pousse l'interrupteur, une lumière rougeâtre inonde la pièce. Je vois alors mon petit dernier, allongé sur le dos, nu comme un ver, la nuque brisée, le visage tourné contre la moquette, le jambe ouvert, une partie des entrailles entortillée autour de ses jambes, l'autre nouée autour de son front et de son cou, son foie à moitié dévoré, son cœur posé sur son sexe. Je bégaye, je panique, mais au moment d'appeler la police, je me sens soudainement soulagé. La mémoire me revient. Ce ne sont pas mes enfants. Enfant, je n'arrivais pas à dormir. Il faut dire que lorsque je me couchais, ma mère, après m'avoir bordé et souhaité bonne nuit, avait une habitude qui me dérangeait. Elle vérifiait par l'entrebâillement de la porte si j'étais éveillé. Le fait est que je ne voyais qu'une ombre distendue. Je ne la reconnaissais pas et cela me terrifiait. Et, ironie du sort, c'était cela qui m'empêchait de dormir. Ce soir-là, j'avais finalement décidé de lui en parler. Elle m'avait rassuré en me câlinant. Et, au creux de son épaule, j'avais revu la silhouette. Durant l'été 1983, dans une ville calme, près de Minneapolis, dans le Minnesota, le corps calciné d'une femme a été découvert dans le four de la cuisine d'une petite ferme. Une caméra a aussi été trouvée dans cette cuisine, sur un trépied et dirigée vers le four. Aucune cassette vidéo n'était présente dans l'appareil à ce moment-là, jusqu'à ce qu'une cachette VHS sans inscription soit retrouvée au fond du puits de la ferme, qui s'était apparemment asséché plus tôt dans l'année. Malgré son état usé et le fait qu'elle ne contenait pas de piste audio, la police a pu être en mesure de visionner le contenu de la cassette. On y voyait une femme s'enregistrant elle-même devant une caméra vidéo, visiblement la même que celle retrouvée dans la cuisine. Après avoir positionné la caméra de manière à être, elle et le four, dans son champ de vision, on pouvait la voir allumer le four, ouvrir la porte, pénétrer dans l'entrebâillement, puis refermer la porte derrière elle. Après 8 minutes de visionnage, le four commençait à être violemment secoué et de la fumée noire émanait de l'habitacle. Pendant les 45 minutes suivantes, jusqu'à ce que la batterie de l'appareil tombe à plat, le four restait dans sa position initiale. Pour éviter de choquer la population locale, les autorités publiques n'ont jamais donné aucune information au sujet de l'enregistrement, négligeant même de mentionner son existence. Personne n'a non plus été capable de déterminer qui avait déplacé la cassette vidéo dans le puits, ni pourquoi la taille et la stature du corps de la femme visible sur le contenu de l'enregistrement, ni pourquoi la taille et la stature du corps de la femme visible sur le contenu de l'enregistrement ne correspondaient aucunement à celle du corps trouvé dans le four. Bonjour, bonsoir. Je poste ceci ici, car il est arrivé quelque chose de vraiment étrange à ma nièce. Mon frère et sa femme ne savent vraiment pas quoi faire, et à vrai dire, moi non plus. Ça s'est passé il y a 2 jours. Voici en gros ce qui est arrivé. Sophie venait d'emménager avec ses parents dans une maison sur la colline. Son père avait un rendez-vous d'affaires et sa mère devait aller avec lui. Ils avaient donc décidé de la laisser seule pour la soirée. Elle a passé le début de soirée devant la télé, jusqu'au moment où il y a eu une coupure de courant.
Elle est alors allée à la cuisine, chercher des bougies et appeler ses parents pour savoir ce qu'elle devait faire. Son père a décroché son portable et lui a demandé de rallumer le disjoncteur qui était à la cave. Elle avait toujours eu très peur de descendre à la cave. Aussi, son père est resté au téléphone pour la rassurer. Commence par ouvrir la porte doucement. D'accord. Elle a ouvert la vieille porte qui grinçait. Ensuite, commence à descendre les marches. D'accord. 1, 2, 3. C'est bien ma chérie. Continue. 4, 5, 6, 7. Tu y es presque. 8, 9, 10. C'est bon. Maintenant le disjoncteur est juste à côté de toi. 11, 12, 13, 14. Sophie ? Sophie, qu'est-ce que tu fais ? Sophie ? Sophie ? Mais qu'est-ce que tu fais ? 15, 16, 17. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours aimé me retrouver dans des endroits sombres et me fondre dans l'obscurité. J'ai la capacité de voir à peu près correctement dans le noir, comme le chat du voisin. Il vient parfois me tenir compagnie dans le grenier. Je vis dans cette pièce car elle est calme et personne n'y vient jamais, sauf ma petite sœur. Elle vient me rendre visite tous les soirs pour que l'on joue. Elle m'a demandé de ne pas en parler à maman, elle n'a pas l'autorisation de monter me voir. Parfois, quand elle y pense, elle m'apporte quelques animaux morts qu'elle ramasse dans la rue. Elle sait que je raffole de leur chair si tendre. Elle fait toujours bien attention de ne me ramener que des petits animaux comme des rats, des oiseaux ou encore des serpents pour que je puisse les engloutir sans trop de mal. Ma petite sœur aime me regarder manger. Elle trouve ça bizarre et rigolo selon ses dires. Elle m'a aussi dit qu'elle ne connaissait personne d'autre que moi qui pouvait dévorer des cadavres de cette façon. Mais cette situation est plutôt instable. Plus les jours passent, plus j'ai faim. Ma petite sœur a beau venir m'apporter à manger tous les jours, depuis quelques semaines, je ne suis jamais rassasié. J'ai besoin de plus. L'odeur de sa chair m'enivre progressivement. À chacun de ces passages, j'ai de plus en plus de mal à résister à l'envie de lui trancher la gorge. Ma petite sœur ne me craint pas, elle a confiance en moi. J'ai faim. Tellement. Cette fois-ci, je pense que mon instinct bestial va reprendre le dessus. Que Dieu me pardonne, Dieu qui m'a créé tel un être imparfait. Je l'entends. Elle monte. Les marches de l'escalier menant à ma demeure grincent d'une façon stridente. Elle s'approche, son odeur m'hypnotise. Je finis de lire ces dernières lignes. Cette page devait être issue d'un journal. Sans me hâter, je remarque qu'il y a une dernière ligne, presque illisible, mais déchiffrable avec effort. Maintenant, je vais me trouver une autre petite sœur. 15 août 1999. Nous sommes actuellement le 30 août de la même année, et il est vrai que depuis 15 jours, j'entends des bruits bizarres venant de mon grenier. Et depuis ces mêmes 15 jours, j'ai beau me coucher dans ma chambre tous les soirs, je me réveille chaque matin dans mon grenier. J'étais en vacances dans la maison qui appartenait à mon grand-père avant qu'il ne meure, une dizaine d'années auparavant. Ma famille l'avait toujours entretenu et continuait de payer les factures d'électricité et de gaz pour qu'un membre de la famille puisse venir ici en cas de problème. Peu avant Noël, nous avions décidé avec mes parents, oncles, frères et sœurs, nous sommes une grande famille, d'aller passer les festivités dans cette cabane relativement isolée et située en Haute-Savoie, pas loin de Thonon et dans les montagnes déjà enneigées. Nous étions tous arrivés le 22 au soir et décidions du programme du lendemain. Toute la famille irait faire une randonnée dans la montagne, sauf moi et mes deux frères. Nous détestons la montagne, nous avions donc décidé de rester à la maison. Aux aurores, le reste de la famille est parti. Mes frères et moi avions passé la journée au village, au bar plus précisément. Nous étions rentrés le soir et avions passé 1 heure ou 2 à essayer de faire marcher la télévision, avec succès. Nous avions suivi le journal télévisé. Toujours la même rengaine des achats de Noël à faire et des cadeaux qui allaient se retrouver sous le sapin. Afin de décuver, mon frère aîné et moi étions affalés sur les fauteuils. Mon petit frère, lui, était occupé à donner un semblant d'ordre aux babioles sur le bureau. C'est à ce moment que j'ai décidé de prendre une photo périphérique de l'intérieur de la masure, histoire de montrer à ma petite amie comment nous étions bien installés. Tard dans la nuit, ma famille est revenue et nous nous sommes tous endormis. Ma petite sœur étant tombée malade à cause de la randonnée, nous avions donc décidé de rentrer en ville, passer Noël chez des amis. En sortant de la cabane, j'avais remarqué des empreintes dans la neige qui menaient à quelques mètres de la fenêtre qui donnait sur le salon, là où mes frères et moi avions passé la soirée. J'ai pensé que c'était un des membres de ma famille qui voulait discrètement voir ce que nous faisions avant d'entrer. C'est au moment de poster la photo sur Facebook que j'ai aperçu quelque chose qui clochait.
Sur le côté, à travers la fenêtre, on peut voir un homme. J'ai peur que dans sa main, il ne tienne un couteau. En tout cas, ça y ressemble terriblement. J'ai rapidement fait les liens entre les traces dans la neige et cette personne. Je n'en ai pour l'instant parlé à personne, mais j'ai vraiment peur, puisque ma famille songe à retourner à la maison dès que ma sœur sera rétablie.